Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va partir d'une seule image. Une image capturée en direct. On est le lundi 15 décembre 2025, un match de championnat en Italie. Et là, un joueur s'effondre. Il vient de frapper et il se tient à l'arrière de la cuisse. Bon, c'est une scène malheureusement assez banale dans le foot. Mais ce qui rend cette blessure, celle d'Hassane Diao, si explosive, c'est pas le geste, c'est un nom. Cesc Fabregas. Et c'est une phrase qu'il a dite quelques semaines plus tôt. À partir d'un tout petit article de wisport.com, on va voir comment ce moment a transformé un simple fait de match en une quasi-affaire d'État pour le foot sénégalais. C'est fascinant parce que cet article, en fait, c'est un détonateur. Il rapporte un fait, mais ce fait, il fait exploser des tensions qui étaient déjà là, juste sous la surface. C'est l'histoire d'une blessure qui est bien plus qu'une blessure. C'est le symptôme d'un bras de fer permanent, un bras de fer silencieux, mais brutal au cœur du football moderne. Et ce soir-là, tout a éclaté. Exactement. Alors, commençons par la scène elle-même. Le décor, il est posé. Côme contre l'AS Roma. Hassane Diao, l'attaquant de Côme, est sur le terrain. L'article de Wisport nous plonge direct dans l'action, juste avant la mi-temps. Oui, et les détails sont très importants. L'article, il parle d'une longue course. Faut imaginer l'effort, les poumons qui brûlent, les muscles qui sont déjà sous tension. Et au bout de cette course, il arme une frappe. Le défenseur de la Roma, Evan Dika, contre le tir. Et c'est là que ça casse. L'image est précise. Diao s'effondre et sa main, elle va immédiatement à l'arrière de sa cuisse droite. Pour n'importe qui connaît un peu le sport, le diagnostic visuel est quasi instantané, quoi. C'est une blessure musculaire. Probablement les ischio-jambiers, le cauchemar classique du footballeur. Mais ce qui frappe, au-delà du geste technique, c'est la réaction humaine que le journaliste décrit. Il ne se contente pas de dire « il est blessé ». Il peint vraiment un tableau. Le joueur sort, puis il revient s'asseoir sur la pelouse, très ému, la main gauche sur la bouche. Et l'auteur ajoute que c'est un geste qui en dit long et une image pas très rassurante. On sent qu'à cet instant, le joueur y pense pas seulement à la douleur. Ah non, absolument pas. À ce moment, son corps vient lui envoyer un message, mais son cerveau, lui, a déjà fait le calcul. Et le calcul est terrible. L'article le rappelle tout de suite. La blessure, elle arrive à un peu plus d'une semaine du premier match des Lions à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Sénégal doit jouer contre le Botswana le 23 décembre. Quand il met cette main sur sa bouche, Diao, il réagit pas à la douleur physique, non. Il réagit à l'effondrement probable d'un rêve, d'un objectif pour lequel il travaille depuis des mois, voire des années. C'est ça qui est terrible. En une fraction de seconde, son horizon change complètement. Et l'article nous fait bien comprendre que cet horizon, c'est pas seulement le sien. La première personne qui est mentionnée ensuite, ce n'est pas un médecin ou un kiné. C'est le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw. Le journaliste imagine qu'il a dû ressentir quelques sueurs froides. L'onde de choc est immédiate. Elle se propage des centaines de kilomètres de là. C'est l'effet domino, une fibre musculaire qui lâche en Italie, et c'est tout le plan de jeu d'une sélection nationale qui tremble. Mais ce qui rend cette histoire encore plus complexe, et c'est là qu'on touche au cœur du sujet, c'est que cette blessure, elle n'est pas seulement un coup du sort. Pour certaines personnes, c'était presque un événement attendu, une sorte de prophétie autoréalisatrice, quoi. Et c'est là qu'intervient le fameux Cesc Fabregas, son entraîneur à Côme. Ce n'est pas juste un coach, c'est une icône du foot, une légende. Et l'article révèle que sa convocation pour la CAN avait été, et je cite, largement fustigée par Fabregas lui-même. Le conflit était donc déjà public, avant même le match. Exactement. Et ce n'est pas anecdotique. C'est le point central. Ce n'est pas juste un entraîneur qui râle parce qu'il perd un bon joueur pendant un mois. Non. C'est le symptôme d'une lutte de pouvoir qui gronde dans tout le football moderne. La question fondamentale, c'est à qui appartient le joueur ? Au club qui le paie des millions, qui a investi sur lui comme sur un actif financier, ou à la fédération qui représente son identité nationale, son rêve d'enfant. La blessure de Diao, elle devient la matérialisation de ce conflit abstrait. C'est vrai. Et si on se met à la place de Fabregas, juste un instant, d'un point de vue purement business, sa position, elle n'est pas compréhensible. Il dirige une entreprise, son objectif c'est de gagner des matchs pour Côme, il prévient qu'envoyer son joueur, son actif, dans une compétition intense en pleine saison, c'est un risque.
Et le risque se réalise, il pourrait presque dire « je vous l'avais bien dit ». C'est une excellente question et elle est au cœur du débat. Bien sûr que de son point de vue, c'est parfaitement logique. Il protège son investissement. Les clubs européens sont de plus en plus puissants, de plus en plus riches. Ils voient les compétitions internationales et surtout la CAN qui tombe en milieu de saison comme une perturbation. Un risque de blessure qui ne leur rapporte rien financièrement, voire pire, qui leur coûte cher. La position de Fabregas, c'est donc celle très pragmatique d'un PDG qui protège les intérêts de sa boîte. Et c'est là que la dimension émotionnelle, la dimension nationale entre en jeu. Parce que face à cette logique économique, il y a l'honneur de représenter un pays. Et on sent bien de quel côté le cœur de l'article de Wisport balance. Ah, très clairement, le journaliste ne se contente pas de rapporter les faits de manière neutre. Pas du tout. Il y a cette petite phrase à la fin du paragraphe sur Fabregas qui est lourde de sens. En espérant que CES n'arrive pas à ses fins. C'est incroyable. Ce n'est plus un compte-rendu, c'est presque un édito déguisé. Le média se positionne comme un supporter de l'équipe nationale. Il exprime la peur que la blessure vienne donner raison à l'entraîneur du club, que le souhait de Fabregas, le garder son joueur, soit exaucé, mais de la pire des manières possibles. En Eto, avant même de se blesser, il devait vivre avec une pression folle. Son employeur, une légende du foot, lui dit publiquement qu'il ne veut pas qu'il parte. Et son pays tout entier attend qu'il vienne défendre les couleurs nationales. Est-ce qu'un joueur a vraiment le pouvoir de dire non à son club dans cette situation? De moins en moins, c'est ça. La réalité du rapport de force. Officiellement, les règlements de la FIFA protègent les sélections. Ils obligent les clubs à libérer les joueurs. Mais dans les faits, la pression est immense. Un joueur qui part à la CAN contre l'avis de son coach, il prend un risque. Il peut perdre sa place de titulaire à son retour, voir sa relation avec le club se dégrader. Faut un caractère très fort pour ignorer ces menaces implicites. Thiago, il était donc dans une position impossible. Quoi qu'il fasse, il décevait quelqu'un. La blessure, tragiquement, a presque résolu le dilemme pour lui. Mais de la façon la plus douloureuse qui soit. On imagine le silence dans le vestiaire, puis le téléphone qui sonne. Tout bascule dans l'attente. Et c'est exactement là-dessus que se termine l'article. Il n'y a pas de conclusion, juste un immense point d'interrogation. Oui, l'article se clôt sur une note de suspense total. La nature exacte de la blessure, la durée de l'indisponibilité, on ne sait rien au moment de la publication. La phrase finale est presque cinématographique. Il va désormais falloir patienter afin d'en savoir plus. C'est une fin ouverte qui laisse tout le monde en apnée. Le joueur qui attend le verdict du médecin, Pape Thiago qui doit commencer à penser à un plan B, et Cesc Fabregas qui attend de savoir si ses craintes étaient fondées et pour combien de temps il perd son attaquant. Une simple IRM devient l'arbitre de tous ces intérêts contradictoires. C'est vertigineux quand on y pense. Une simple image médicale va déterminer le sort sportif d'un homme, les ambitions d'une nation pour la CAN et l'issue d'un conflit de pouvoir entre un club italien et une fédération africaine. Et c'est pour ça que ce cas est si emblématique. Il condense en un seul événement tout le dilemme du football mondialisé. Ce n'est pas un problème nouveau. Ce bras de fer entre clubs et sélections, ça existe depuis longtemps. Mais il est de plus en plus intense, surtout avec la CAN. Pourquoi ? Parce que la plupart des stars africaines jouent dans les championnats européens les plus riches. Et la CAN, contrairement à l'Euro ou à la Coupe du Monde, elle se déroule souvent en janvier-février, en plein cœur de la saison des clubs. C'est un conflit de calendrier qui se transforme inévitablement en conflit d'intérêts. Donc, ce qu'on a vu en décortiquant cet article, c'est qu'on est parti d'une dépêche sportive de quelques paragraphes, presque une note de base de page dans l'actu foot, pour arriver à une analyse des structures de pouvoir du football mondial. La blessure d'Assandiao, finalement, c'est que le révélateur. C'est exactement ça, un révélateur des tensions économiques, des loyautés partagées et des pressions psychologiques qui pèsent sur les athlètes d'aujourd'hui. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un joueur qui veut représenter son pays, c'est l'histoire d'un employé pris entre les exigences de son employeur et le devoir ou le rêve qu'il ressent envers sa nation. L'article de Wisport a capturé bien plus qu'une blessure, il a capturé un instantané de cette faille sismique qui traverse le football. C'est une analyse passionnante. On a vu le drame personnel, le casse-tête du sélectionneur et cette dynamique de pouvoir qui dépasse largement le cadre d'un seul match. Et pour pousser la réflexion un peu plus loin, cet incident nous oblige à nous poser une question fondamentale sur l'avenir. Au-delà du cadio, la tendance de fond est claire. Les clubs, qui sont des entreprises mondiales qui investissent des milliards, veulent de plus en plus de contrôle sur leurs actifs, les joueurs.
Leur influence sur les calendriers, sur les carrières internationales, ne cesse de grandir. La question qu'on doit se poser, c'est donc la suivante. Est-ce que cet équilibre précaire entre les fédérations nationales, gardiennes d'une identité, d'une histoire, et les clubs, qui sont des machines commerciales, est-ce que cet équilibre peut encore tenir? Ou est-ce que des incidents comme celui-ci sont les premiers signes que le football de sélection, tel qu'on le connaît, est menacé à long terme par la toute-puissance économique des clubs?